Alors, bonjour Frédéric Nious. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour Enquête et débat et cette traditionnelle interview Si j'étais président, puisque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, faut-il le rappeler. Alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet avec la première question traditionnelle elle aussi. Quelle serait votre première mesure si vous étiez président et pourquoi ? La première mesure que je prends, première mesure d'urgence, pas mesure stratégique, première mesure que je prendrais, ça serait un moratoire sur la fermeture des services publics en zone rurale. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, c'est que le service public sur l'ensemble du territoire national est en fait très symptomatique et représente la présence de l'État et de la République partout et pour tous. Or, depuis quelques années, que constate-t-on sous la pression de l'Union européenne notamment ? C'est une approche purement financière, purement comptable des services publics, ce qui fait qu'on est dans un raisonnement de pure rentabilité, ce qui ne correspond pas à la définition du service public et du service au public. Et résultat, on aboutit à la fermeture de tout un tas de services publics dans les villages de France. On ferme les petites gares, on ferme les bureaux de poste, on ferme les antennes du trésor public, les brigades de gendarmerie, j'en passe et des meilleurs. Résultat, ce qu'il faudrait faire absolument, et c'est particulièrement important là-dessus, c'est tout remettre à plat, repartir à zéro et assurer cette présence de l'État partout et pour tous. Alors je ne demande pas une gare, un bureau de poste dans tous les villages de France, c'est évident, ça serait un petit peu ça ne correspondrait pas aux besoins réels. En même temps, il faudrait qu'il y ait au moins la présence de tous ces services publics fondamentaux et principaux à l'échelon du canton, de tous les cantons de France. Ça serait un signe fort de l'État pour dire à tous les Français, notamment aux Français qui vivent dans ces zones rurales, 15 millions de Français, 20% de la population, vous n'êtes pas des Français de seconde zone, la République est là, elle ne vous oublie pas et elle vous assure un ensemble de services à vous tous, comme à l'ensemble des Français vivant en ville. Et alors, dans cet esprit de service public, est-ce que vous seriez favorable, par exemple, au fait que la SNCF n'ait plus le monopole sur le fait de pouvoir relier des villes ? On l'a vu récemment, ça s'est un peu ouvert grâce à l'Union européenne, justement, il y a des bus... moi je dirais à cause de l'Union européenne. Alors, est-ce que vous êtes contre le fait que des bus puissent rejoindre des villes que... Alors, le sujet est abordé de façon différente. Premièrement, une ouverture au privé sur ces lignes-là, non. Pas de privatisation du transport ferroviaire. Il suffit de regarder en Angleterre ce qui s'est passé pour voir dans quel état d'élitement on peut mettre un service public pour cela. Ensuite, il faut absolument qu'il y ait une maîtrise de l'État là-dessus. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, qui est d'assurer la maîtrise de l'aménagement du territoire. Ça, c'est l'application d'une politique stratégique qui doit rester aux mains de l'État et pas aux mains des privés. Je démarrais tout à l'heure en disant qu'il fallait un moratoire sur la fin des services publics en zone rurale parce qu'il y avait une approche qui était trop comptable, trop budgétaire. Si on part chez les privés, qu'est-ce qui va se passer ? On ira sur les lignes les plus rentables, on abandonnera les autres ou on les laissera justement à l'État. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors après, que la SNCF, par exemple, développe elle-même des services diversifiés dans le cadre de sa prestation, là, pourquoi pas, si ça répond à une demande et à un besoin réel. Ce sujet-là, on l'avait beaucoup suivi au titre de CPNT au Parlement européen, puisque au début des années 2000, ce sujet était en débat au Parlement européen, dans ses commissions, et je suivais notamment ce dossier-là, puisque j'étais secrétaire général du groupe CPNT, des députés européens CPNT emmenés par Jean Saint-Josse à l'époque, au Parlement européen. Et on avait bien vu le problème qu'il y avait dans cette privatisation poussée par l'Europe, qui est quand même libérale, voire ultralibérale sur toutes ces questions-là, avec toutes les dérives que ça comportait. Pour la petite histoire, il faut se rappeler quand même que le ministre français des Transports qui a géré cette privatisation du service public ferroviaire était Jean-Claude Guessot, communiste et cheminot, cherchez l'erreur. Très bien. Alors, deuxième question, si vous deviez résumer votre stratégie pour la France en un mot, quel serait-il et pourquoi ? En un mot, je dirais pragmatisme. Il faut sortir des modèles préétablis. Vous savez, ce qui a fait souffrir la France,
Je l'ai vécu en exerçant ma profession de conseiller et d'agent de développement auprès de collectivités pour monter des projets. C'est quand vous rencontriez votre interlocuteur au niveau des administrations, des décideurs ou des banques, on en parle beaucoup en ce moment, c'était toujours « Ah, ça ne marchera pas ». Parce qu'on part sur des modèles préétablis, bien carrés, on porte le jugement avant d'essayer. Et je crois qu'au contraire, non, on a vu, et malheureusement la crise en ce moment le montre encore plus maintenant, que justement ces grands plans d'ensemble prévus à l'avance, qui répondent à des schémas qu'on a appris soit à l'ENA, soit dans les grandes écoles ou ailleurs, ça ne fonctionne plus tout simplement, et qu'il faut pouvoir s'adapter à l'évolution du pays, de la société, du monde, et que pour cela il faut du pragmatisme, il faut une ouverture d'esprit. Je dirais que sur ces idées-là, on parle de service public, on parle d'aménagement du territoire, on parle d'économie, hormis les grands sujets fondamentaux qui sont assez clivants en termes de positionnement idéologique ou partisan, sur le reste, on va dire sur le quotidien, sur la vie quotidienne, ce qui intéresse les Français, il y a ce qui marche et il y a ce qui ne marche pas. Il n'y a pas de droite, gauche, etc. C'est que les gens disent, bon, maintenant on a essayé tout un tas de modèles de gauche comme de droite, ils ne fonctionnent pas, il faut essayer d'autres choses. Et moi je dirais, tentons l'expérience, avec pragmatisme. On essaye, ça fonctionne, tant mieux, on a trouvé une solution, on part là-dedans, ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Alors précisément, pour rebondir sur la question précédente, si on se rend compte qu'une solution précise, libérale, fonctionne alors qu'une solution d'État ne fonctionne pas sur un point précis, est-ce qu'on peut la faire du coup ? Ça irait dans le sens de ce que vous venez d'indiquer. Oui, je crois qu'il faut sortir des schémas préétablis. Ça sclérose complètement l'action, ça tue l'initiative. Moi je crois qu'on a besoin d'un État facilitateur. On a besoin d'un État qui laisse les acteurs sur le terrain, qu'ils soient économiques, associatifs ou autres, mener leurs projets. L'État est là pour faciliter les choses, pas forcément en sortant le chéquier et puis en donnant des subventions à tout va, ça c'est pas comme ça que ça marche non plus, mais qu'on arrête d'assommer ceux qui veulent se bouger, ceux qui veulent construire, qui veulent créer, qui veulent développer, à coup de normes, de réglementations, etc. Je crois qu'il faut lâcher un peu la bride, il faut accompagner ces initiatives, et puis justement on en tirera des idées à transplanter ailleurs, dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Un État facilitateur. Donc c'est-à-dire, en gros, c'est du pragmatisme aussi, c'est que pas un État complètement dirigiste, il le faut quand même un petit peu pour éviter les dérives qu'on peut voir en ce moment, par exemple à l'échelon mondial ou européen avec les banques, la finance, etc. Mais en même temps, pas un État ultra-libéral qui finit par verser le pays dans la jungle, où c'est la loi du plus fort, ça ne fonctionne pas. Il y a un devoir de solidarité quand même dans ce pays. Et le pragmatisme, c'est une notion très, très gaulliste. Est-ce que vous vous sentez gaulliste vous-même ? Oui, tout à fait. Oui. C'est quelque chose qui, en plus dans la pensée du général de Gaulle, c'était quelque chose qui transcendait les partis politiques et autres. C'est un état d'esprit, c'est une idée de la France. Oui, moi je me définis comme gaulliste, sans aucun problème. Très bien, alors, troisième question, on essaye d'être toujours pragmatique dans nos questions, donc quel est selon vous le domaine qui va le moins bien dans notre pays ? J'ai droit à une seule réponse. Oui, c'est le moins, vraiment le pire. Le pire, je dirais que il y a une crise des valeurs dans ce pays. Il y a un décalage entre, on va dire, l'économie virtuelle, l'économie réelle. Mais je crois que je dirais quand même l'écologie. Oui. C'est un grand combat. C'est un de mes grands combats. Non pas que je suis anti-écologie. Je mène plutôt un combat contre les charlatans de l'écologie actuelle. Ceux qui se sont emparés de cela pour s'en faire un fonds de commerce électoral et qui en fait ont versé dans l'écologie punitive. Je ne vous fais pas un dessin, je ne vous fais pas la liste entre les Eva Joly, les Nicolas Hulot et toute l'écurie. Je crois que d'abord c'est symptomatique d'un défaut qu'il y a dans ce pays, dans on va dire les grands ou les gros partis politiques, PS ou UMP maintenant, autrefois RPR ou UDF, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets, parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas d'actualité, qu'ils ne sont pas intéressants, qu'ils abandonnent.
Alors, il y a eu l'écologie, on peut avoir l'idée de nation aussi, ou d'identité, qui a été abandonnée par un moment. Résultat, ce sujet qui monte dans la société se fait préempter par des extrêmes qui du coup s'en servent et le poussent en épingle. Et résultat, qu'est-ce qu'on a après? C'est que les gros partis de gouvernement courent après, font du copier-coller de ces extrêmes pour essayer de rattraper les choses, et puis ça part en vrille, tout simplement. Quand vous regardez l'écologie, ce que c'est devenu, parce que l'écologie, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite, ça concerne tout le monde, ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde, et résultat, c'est devenu quasiment, sans jeu de mots pour ces PNT, une chasse gardée des Verts et de leurs satellites. Et ils en font une approche punitive. Quand vous regardez leur programme, on aboutit à quoi? La sanctuarisation des espaces, la punition, à coup de restrictions et autres, la fiscalité et la taxation à outrance, taxe carbone, taxe transport, taxe gasoil, ils ont que le mot taxe à la bouche. Puis résultat, comme c'est monté dans la société, les autres courent après, on fait le Grenelle de l'environnement, on essaye de rattraper un petit peu les choses, puis résultat, on leur abandonne, on cède à leur chantage en matière de communication, en matière d'emprise sur la société, puis on fait du n'importe quoi. On avance, on recule, on sort la taxe carbone, on la ressort après, on la supprime, on y repense peut-être pour ensuite. On développe n'importe quoi. Regardez le débat sur l'énergie, on en était pour les éoliennes, après on se rend compte que c'était une gabegie, que c'est de l'anarchie et autres, donc il faut mettre pédale douce là-dessus. On repart sur le nucléaire, mais il y a Fukushima, alors qu'est-ce qu'on va faire? On part sur autre chose. Ça devient du n'importe quoi. Et je crois que justement, il faudrait revenir à quelque chose de bon sens, à écouter la vérité du terrain, à respecter les gens du terrain, pour faire une écologie qui devienne enfin humaine et réaliste. C'est-à-dire qu'il n'oublie pas que, oui, il y a un objectif de sauvegarde, de préservation de nos espaces, mais qu'en même temps, ces espaces, c'est pas des eaux à ciel ouvert, c'est pas une cour de récréation pour bobo écolo, c'est au contraire un espace de vie pour 20% de la population française. Et plus en été, puisque justement ces bobos écolos, c'est là qu'ils vont passer leurs vacances ensuite. Donc il faut avoir une approche plus équilibrée, avec l'homme qui soit au centre du système. Et alors pourquoi selon vous, pour bien comprendre, pourquoi selon vous c'est la priorité, enfin le domaine qui va le moins bien? Parce que d'abord, pourquoi? Parce que ça touche à tout. C'est un sujet complètement transversal. Regardez, l'écologie, ça concerne quoi? Ça concerne la gestion des territoires et la préservation des espaces. Ça concerne le transport, ça concerne l'énergie. Regardez, les normes environnementales viennent vous dire quel type d'ampoule vous devez mettre ici dans votre bureau. Ça touche tout. Et pourquoi ça va plus mal? Parce que c'est devenu quelque chose de central. Regardez comment on est sorti du Grenelle de l'environnement, on ne parle plus que de ça. Vous allumez la télévision, il n'y a plus que des spots là-dessus. Ils viennent de redécouvrir qu'il faut faire attention à son environnement. Mais vous savez, dans le monde rural, on s'en rend compte, puisqu'on y vit, tout simplement. Donc ça va mal là-dessus, parce qu'on est sur un domaine transversal qui doit appeler au pragmatisme, qui doit appeler à l'équilibre, et du fait de cet abandon par les politiques, comme je le disais tout à l'heure, des gros politiques de gouvernement, de l'abandon de ce sujet, ça a été préempté par des gens qui n'en ont plus qu'une approche sectaire et idéologique. Très bien. Alors, quel est le domaine qui va le mieux pour vous dans le pays? Le domaine qui va le mieux, je dirais que en ce moment, c'est malgré tout la volonté de réforme, d'adaptation à l'évolution du monde et de la société. C'est le mode de gestion de crise. Je ne parle pas des résultats de cette gestion, mais au moins de voir des pouvoirs publics qui sont au combat, qui sont sur le pont, à essayer de colmater les brèches, de tenir le bateau à flot. Et ils y arrivent. Quand on voit la situation qu'il peut y avoir en Grèce, en Italie, en Espagne et ailleurs, le cap est tenu. Après, ce que ça va donner, tout ne dépend malheureusement pas que de nous et que de Paris. Il y a beaucoup de réponses à Bruxelles, il y a beaucoup de réponses surtout à Wall Street, et c'est bien le malheur, quoi. Et alors vous êtes satisfait de la politique menée par Nicolas Sarkozy sur ce plan, en tout cas?
Oui, puisque bon, il faut reconnaître que ce soit au niveau de la gestion internationale, de la diplomatie et de cette gestion de crise, on a on a un combattant là, on a quelqu'un qui se bouge pour faire en sorte que la France s'en tire le mieux possible, ou le moins mal possible par rapport à la situation environnante. Donc ça, il faut reconnaître ce volontarisme et cette volonté de se battre. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est que tout ne dépend pas de lui. Il suffit de voir ce qui se passe à l'Europe, il suffit de voir les dérives bancaires, puisque maintenant on aboutit à quoi? C'est qu'on se demande si le politique sert encore à quelque chose et si le pouvoir n'est pas chez les banques, chez les financiers, les spéculateurs, les agences de notation. C'est eux qui dirigent le monde, on a cette impression-là, quoi. Et plus précisément sur la Libye, est-ce que vous trouvez que l'engagement de Nicolas Sarkozy aux côtés des États-Unis, voire devant les États-Unis, est une bonne chose? Oui, je dirais que ça a été à la place, parce que les États-Unis, quand même, ils sont sacrément reculés. Donc je crois que la France a tenu son rôle dans cette affaire-là. Bon, elle a rattrapé peut-être les erreurs au début du printemps arabe. Néanmoins, en Libye, ça fait un dictateur de moins, tant mieux. Donc, je crois que la France, elle a rempli son rôle et elle a retrouvé son rôle un petit peu messianique qu'elle avait au moment de la Révolution française, quand on portait ce message de liberté, ce message d'ouverture, de démocratie. Donc ça, non, très bien, ce qui s'est passé là-bas. En plus, on a montré qu'on savait faire quelque chose sans les Américains. Ouais. Alors, la question suivante, c'était que proposez-vous pour maintenir cet avantage? Et je la prolongerai en vous demandant si vous êtes prêt à intégrer un gouvernement Sarkozy s'il est réélu, par exemple. Écoutez, la campagne démarre seulement, donc vous me poserez la question plus tard. Pour l'instant, moi je suis là pour porter un projet pour la France. Ouais. Effectivement, le nœud de ce projet, c'est la ruralité, parce que je considère qu'on peut y trouver tout un ensemble de solutions pour la gestion de crise, pour l'emploi, pour le développement du territoire et pour le bien vivre au quotidien pour les Français. Les Français décideront ensuite. Je crois qu'il ne faut pas partir. Les Français en ont marre des tambouilles politiciennes, premièrement. Deuxièmement, des positionnements de l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas moi qui vais la gagner, la présidentielle? Donc voilà, donc laissons faire la campagne, laissons se développer. Par exemple, est-ce que vous seriez prêt à ce que Nicolas Sarkozy vous rejoigne si vous êtes élu président de la République? On peut inverser. Pourquoi pas? Vous savez, ce qui compte, c'est pas c'est pas les personnes. Ce qui compte, c'est les idées. On est là dans une campagne dont le but, c'est de donner un sens à la France, de donner une direction, de donner un plan d'action, une stratégie à la France. Ce qui compte, c'est les idées qu'on porte. Donc après, ceux qui s'inscrivent dans l'idée ont à travailler ensemble, et puis on bouge les cloisons, et on va passer l'expression, mais on se fout des étiquettes. Et puis et voilà. Mais après, aller se positionner dès maintenant par rapport à tel ou tel ou tel, on ne sait même pas ce qu'il propose d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il est candidat aujourd'hui. Ah, il n'a pas. Aujourd'hui, 21 septembre. Tout à fait. Autre question, quel est selon vous le principal risque qui pèse sur notre pays? Europe Écologie Les Verts. Ah oui. Oui, parce que déjà pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure sur leur approche dogmatique, idéologique de l'écologie, c'est un petit peu les Khmers verts qui sont en train de jouer, mais aussi ils font peser un risque parce que sur la recomposition ou la stratégie de la gauche en général, on sait qu'ils vont avoir un point important, d'autant plus avec les scores qu'ils ont fait aux dernières élections européennes ou régionales. Donc on sait qu'il y a des négociations qui ont démarré entre les Verts et le Parti Socialiste et les autres partenaires de gauche. Quelle place vont-ils avoir là-dessus? Est-ce qu'ils auront un groupe parlementaire, puisqu'il y a les législatives qui vont découler 5 semaines après la présidentielle, donc l'impact de la présidentielle sur ces élections législatives? Est-ce qu'ils auront un groupe parlementaire et du coup une grosse initiative, un pouvoir d'initiative au Parlement? Quel va être le deal qui passeront avec leurs partenaires? On peut penser sur l'écologie, sur le nucléaire, sur la chasse, sur la gestion du territoire, etc. Donc pour moi, le risque, il est là. Et d'ailleurs, le sens de ma candidature et de ma campagne avec CPNT dans cette présidentielle, c'est à la fois de porter ce projet pour la ruralité, mais c'est aussi de me battre contre cette écologie punitive. Et en même temps, quand vous dites... Le verre est dans le fruit.
Très bien. Mais quand vous dites Khmer vert, bon, c'est un bon mot, mais est-ce que vous avez conscience de les comparer avec des gens qui ont pratiqué un génocide quand même? Oui, c'est c'est une formule un petit peu forte, mais on pourrait dire les ayatollahs de l'écologie ou autres. Ils ont une approche sectaire. C'est-à-dire que il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'équilibre chez eux. C'est que tout ce qui n'est pas dans leur corpus idéologique doit être proscrit, doit être sanctionné, doit être puni. Écoutez, ça c'est une on pourrait dire ça de beaucoup de partis. Extrémistes. Non, il y en a d'autres qui ont fait la preuve quand même de leur ouverture d'esprit quand même par rapport aux choses. Les Verts, après, il faut voir leur cursus. C'est quoi? Vous prenez la Europe Écologie Les Verts, allez, on va en prendre un au hasard. Comme ça, vous prenez José Bové. Quelqu'un qui fait de la politique. Moi, je respecte la République, la démocratie, l'état de droit. Lui, il n'est pas d'accord contre les OGM. Qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire l'outil de travail de quelqu'un d'autre. Et c'est pas des méthodes. C'est pas des méthodes. Quand on appelle à la désobéissance civile dans un état de droit, c'est grave quand même. C'est un peu l'anarchie, quoi. Donc, non, c'est pas... Le terme est peut-être un peu fort, mais moi, il me plaît bien, quoi. Bon. Alors, selon vous, quelle est la principale opportunité qui s'offre à la France et comment la prendre? La principale opportunité, je dirais que c'est le projet que je porte avec justement ce plan Marshall pour la ruralité. C'est ça que je veux porter dans cette campagne. Des choses ont été faites par Nicolas Sarkozy, par son gouvernement. J'ai participé notamment à la genèse, à la réflexion, à la définition de ce plan pour la ruralité qui a été présenté début 2010. Il reste à mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui ont été annoncées là-dedans. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que la ruralité ne soit plus résumée qu'à une parenthèse qu'on ferme en disant, bon voilà, on a fait ce plan, c'est bon, on peut arrêter, on passe à autre chose. Et moi, je ne veux pas que la ruralité devienne une simple séquence dans cette campagne. Je veux qu'elle devienne une priorité pour le prochain quinquennat. Ça, c'est le but de ma campagne. Ce projet pour la ruralité, ce plan Marshall pour la ruralité est un plan d'urgence. Je rappelle que la ruralité, c'est 80% du territoire en France, c'est pas rien. 20% de la population française, 15 millions de Français qui vivent dans cette ruralité. On n'est pas des Français de seconde zone. Et on est en pleine période des impôts là en ce moment, on n'a pas sur notre feuille d'impôt une case de déduction, habite en zone rurale, ne bénéficie pas des mêmes services qu'en ville, donc déduction fiscale, on paye les mêmes impôts que les autres. Alors si on construit par exemple le musée des arts premiers ici à Paris et qu'on y participe, nous dans nos zones rurales, tant mieux, c'est le rayonnement de la France, et je ne supporte pas que du coup l'État vienne nous dire dans votre village, je ferme le bureau de poste ou je ferme l'école parce qu'ils manque 10 000 € pour boucler le budget. Donc, on a besoin d'avoir ce plan d'urgence. Ça répond à la situation de crise actuelle aussi, puisque on pourrait développer justement, je souhaite qu'on développe une économie de proximité, de service à la personne, une économie de service public et de service au public, petit commerce, artisanat, toute petite entreprise, TPME telles qu'on les appelle. C'est de l'économie de proximité, ça permet de créer un bassin d'emploi, des emplois non délocalisables, c'est quand même du luxe en ce moment, ça évite que les gros groupes vous disent je pars à l'étranger pour payer moins d'impôts, etc., je rapatrie ensuite mais je licencie, etc., etc. On est sur de la proximité. Vous créez un bassin d'activité, vous créez un bassin de vie. Les jeunes, notamment les jeunes couples, auront du travail sur le secteur, ils resteront au village où ils viendront s'y installer, du coup vous sauvez votre école, vous avez une zone de chalandise, ça redevient intéressant pour les services publics, pour tout un ensemble de services, d'autres commerces, d'autres services à la personne, et vous redéveloppez un espace de vie plutôt que d'avoir cet Eldorado un petit peu qui fait que les jeunes de nos villages quittent le village maintenant en espérant pouvoir trouver du boulot en ville. Résultat, tout le monde s'entasse en ville et puis on connaît les problèmes qu'il y a en ville. Donc je crois que c'est particulièrement important. J'insisterai là-dessus, vous allez me dire, oui, mais pour le financement, combien ça coûte, etc. J'allais y venir. En aidant les initiatives, comme je le disais tout à l'heure, en facilitant les choses, vous créez de l'activité, vous créez de l'activité, vous avez des rentrées fiscales, des recettes, etc. Et ça fonctionne. Oui, bah oui, ouais. Mais oui, il faut pouvoir générer, aider ce développement-là. Il y a d'autres solutions aussi, c'est de prendre l'argent qu'on jette par les fenêtres dans certains domaines pour aller alimenter ce projet-là. Je vous prends l'exemple à l'inverse
d'une politique rurale, la politique de la ville. Ça fait 30 ans, depuis les années Delbar, Tapi et compagnie, qu'on fait une politique de la ville qui ressemble au tonneau des Dénaïdes. Un puits sans fond, on jette des milliards et des milliards d'euros, pour quel résultat? Pour quel résultat? Quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on est sur je dirais un petit peu du pain et des jeux. On jette de l'argent à bloc dans certains réseaux et autres pour acheter un petit peu la paix sociale, pour calmer un petit peu tout le monde, pour développer tout un ensemble de services qui ne répondent pas forcément aux besoins tant des personnes, de la population qui est concernée, que du marché de l'emploi. Non, mais arrêtons un petit peu avec ça. Donc, mettons l'argent là où il faut. Il faut faire des choix. De toute façon, la politique, c'est faire des choix. C'est pas se dédouaner, comme dans Grenelle de l'environnement par exemple, où le politique se dit « Oh là, je prends pas mes responsabilités, je décide pas, je réunis 15 associations dans une salle, puis je leur dis « Allez, décidez à votre place, puis oh bravo, ça c'est de la concertation et tout. » Non, le politique, il consulte, il concerte, il se fait un avis, et il tranche. Il a le courage de trancher. Moi, je dis qu'il faut faire des choix. Arrêtons de jeter de l'argent par les fenêtres à tout va. Maîtrisons les dépenses et mettons l'argent là où il y en a vraiment besoin dans l'économie réelle. Alors, donc on a commencé cette interview où vous disiez que vous étiez pragmatique, et je vous en donne acte. Mais concrètement, quand vous dites plan Marshall, est-ce que ça ne va pas contribuer particulièrement à l'endettement du pays? Et je vais vous donner un exemple qui va vous permettre d'éclaircir les choses peut-être. Enfin, pour moi en tout cas, on a eu un exemple dans l'actualité récente d'une école, petite école dans un village qui avait fermé. Et la seule solution qui a pu être trouvée, c'est d'ouvrir une école privée. Donc sur fonds privés, mais comme ça permettait de quand même avoir une école. Je ne sais pas si vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas? Je dirais que là, je vous parle en tant qu'élu local, en plus d'un village de 560 habitants, et on est confronté à ce type de problème. C'est que, effectivement, il y a des domaines dans lesquels c'est pas le rôle de la collectivité locale, et notamment de la municipalité, d'assurer ce genre de service. C'est pas une municipalité par exemple, d'ouvrir un commerce dans le village, d'ouvrir un cabinet médical dans le village, ou autre. Mais vous êtes confronté à la dure épreuve des faits. C'est que la réalité des choses, c'est quand vous n'avez plus de médecins dans le secteur, quand vous n'avez plus de commerce ni rien du tout, il faut répondre aux besoins de la population aussi. Et que dans ce cas-là, il faut déborder un petit peu. Bon, en termes juridiques et publicistes, on appelle ça le socialisme municipal. Mais vous êtes vraiment à ce que l'État aille au-delà de ses fonctions régaliennes? Moi, je suis plutôt pour le fait que, effectivement, on répartisse bien le qui fait quoi dans ce pays. Actuellement, c'est pas le cas. Donc, heureusement, il y a une réforme territoriale aussi qui s'est mise en place, qui est à l'améliorer, mais qui a eu au moins ce mérite-là de dire à chaque échelon qui fait quoi. Et de dire les mairies, l'intercommunalité fait ceci ou fait cela, que les départements fassent autre chose, que les régions fassent autre chose, l'État, etc., etc. Ça, c'est nécessaire. Au jour d'aujourd'hui, c'est un millefeuille, c'est un maquis administratif. On ne sait plus à qui s'adresser pour monter un dossier. C'est des financements croisés. Tout le monde veut s'occuper de tout pour se faire des fiefs. On le voit avec les régions. Les compétences générales pour les régions, ça rime à rien. Ça rime à rien que les régions s'occupent de stratégie, que les départements s'occupent des services de proximité, notamment des questions sociales, que les communes s'occupent de leurs communes et aient les moyens de le faire. Donc je crois qu'il faut dépoussiérer tout ça, éclaircir aussi tout ça, dire clairement, faire un organigramme de la France. Qui fait quoi avec quels moyens? Alors après, que l'État se limite uniquement à ses missions régaliennes, non. Mais par contre, qu'il garde toutes ses missions régaliennes, et là je pense à l'Europe, ça c'est nécessaire. L'État, c'est l'État. L'Europe s'occupe d'autre chose, elle n'a pas à nous piquer nos pouvoirs régaliens. Après que l'État s'occupe d'autres choses, oui, c'est son rôle aussi d'être régulateur sur un certain nombre de sujets, d'assurer la transition aussi par rapport à des situations qui peuvent être défaillantes, d'imprimer des impulsions, des projets et autres, et puis après en bonne intelligence avec les collectivités de les mettre en œuvre. Mais je crois qu'il ne faut pas, au contraire, que l'État se désengage de tout, notamment de ce qui coûte de l'argent, refile le bébé, passer l'expression c'est un peu trivial, mais
refile le bébé aux collectivités en leur disant débrouillez-vous, faites fonctionner ça, mais je vous transfère pas les moyens pour le faire en plus. Donc ça va pas. Mais à l'inverse, la démarche qu'on voit actuellement dans les conseils régionaux, ils sont tous de la même couleur politique, mais qui disent en gros on veut s'occuper de tout, donnez-nous les moyens, donnez-nous les recettes fiscales, puis vous, État, occupez-vous un petit peu du reste. Et ça va être la balkanisation de la France. On va avoir... Deux dernières questions. On va changer un peu de spectre en parlant des médias. Vaste sujet. Voilà, nous on aime bien les médias, on va parler des médias en tout cas, et la télévision en particulier. Quel est votre avis sur la question? Vous voulez vraiment mon avis? Ouais. Moi je trouve que c'est une honte. Ouais. Une honte. Bon, le clou du spectacle, ça a été dimanche soir, avec l'audition, ou on va dire l'opération marketing de DSK sur la chose. Je tiens à rappeler par exemple que DSK, qui vient s'expliquer sur une affaire personnelle, donner ses arguments et autres, pour quelqu'un qui voulait être candidat mais qui finalement ne l'est pas. Moi je suis candidat, ça fait 3 mois que je suis en campagne, je ne suis pas encore passé au journal télévisé. Donc ça montre déjà un petit peu le problème qu'il y a. Et moi j'ai l'impression aussi que, et je le subis d'ailleurs, c'est que on a des médias qui sont, je vais pas dire aux ordres, c'est pas ça le terme, mais qui fabriquent l'opinion, qui choisissent. Moi je suis désolé, je suis candidat, ça vaut aussi pour quelques autres de mes concurrents. Les candidats, on passe jamais, on voit toujours les mêmes. Alors entre celui qui n'a jamais été candidat ne le sera jamais, entre celui qui rêve de l'être et qui ne le sera pas, celui qui l'était puis qui ne l'est plus, je pense à Nicolas Hulot, entre Pierre, Paul, Jacques, tout le monde défile et on choisit, on sélectionne. Et je trouve que les médias à ce niveau-là, en tant que éléments devant couvrir une campagne, sont injustes, inéquitables, et que là il y a quelque chose à améliorer. Et le CSA aux abonnés absents. Hein. Donc on se demande à quoi il sert. Hein. Pour faire ça, c'est pas la peine de créer un machin comme ça. Là, il faudrait un peu plus de justice. Après, vous avez les sites d'information et autres qui traitent un petit peu de tout. Alors vous allez me dire, mais oui, mais parce que bon, là on leur a déjà dit, mais en disant oui, mais quand la campagne officielle démarrera, vous passerez. Oui, mais là en ce moment, pourquoi les autres passent tout le temps? On fait même passer le concours Lépine de la primaire au PS, ça passe à la télé tous les jours, ils ont le droit de parole tous les jours. C'est pas candidat que je sache. C'est une élection interne. Alors il y a un traitement inégalitaire et inéquitable des candidatures, et moi ça me gêne beaucoup. Donc si vous étiez président... Pas beaucoup, à la fois en tant que candidat, mais aussi en tant que citoyen ou en tant que téléspectateur, ça me gêne. C'est que vous allez me dire, ah bah oui, mais vous, on vous couvre pas parce que bon, vous êtes ce qu'ils appellent les petits candidats, bonjour le respect. Mais si, on serait peut-être un peu plus gros s'ils parlaient un peu plus de nous plus souvent, parce que là on crée un réflexe de Pavlov aussi chez beaucoup de Français, puisqu'à force de montrer toujours les mêmes, on donne l'impression qu'il n'y a qu'eux et que le choix se résume qu'à eux. Si moi j'avais autant de couverture, enfin moi ou d'autres, ou les autres candidats, hein, moi ce que je demande simplement, c'est pas d'être privilégié par rapport aux autres, c'est d'être sur un pied d'égalité par rapport aux autres. Puisqu'il y a l'égalité entre les citoyens, paraît-il, dans ce pays. Ça devrait l'être au niveau médiatique aussi. Et que si effectivement on traitait à égalité de tout le monde, avec la même égalité des chances et de traitement médiatique, il y a peut-être des petits qui seraient gros, puis il y a peut-être des gros qui maigriraient beaucoup. Hein. Donc si vous étiez président, vous feriez en sorte, ça c'est pour la campagne, mais plus largement sur les médias, est-ce que vous trouvez qu'il y a une qualité de l'information qui est là, et d'éducation, ou pas? Je dirais qu'il y a la qualité de l'information, elle existe. On voit qu'on a des grands et des bons professionnels, on a les émissions qu'il faut. Bon, ce qu'il y a, c'est que certaines émissions qui traitent de fond sur la société, au lieu de les passer à 2h du matin, si vous pouvez les passer à la place des séries américaines, ce serait pas plus mal. Entre autres, mais qu'on passe en prime time, comme on dit, plutôt que les séries américaines, ça serait plus intelligent et ça serait plus formateur aussi. Il y aurait plus d'informations pour tout le monde. En même temps, ce que je demande, c'est pas le retour d'Alain Perfit à l'ORTF, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est de s'appuyer sur ses grandes compétences, faire ce travail d'information. C'est bien fait, ça peut être amélioré.
Là où ça va pas, c'est dans le traitement de l'information politique. Et surtout en période électorale. Où là, bon, on sent qu'il y a un microcosme. Très bien, alors dernière question. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2005, les Français ont voté non majoritairement, donc à 54... J'en faisais partie, j'ai fait campagne pour le non. Donc c'est pour ça que j'étais un peu ironique. Et le score a été même de 54,68%. Bon. Et pourtant, ce traité constitutionnel a été imposé par Nicolas Sarkozy et l'UMP. D'ailleurs, le PS a voté pour également. Bon. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Là, il y a eu... Le cartel des oui a fait passer la chose en douce. Hein, donc, on se rappelle la photo de Hollande et Sarkozy posant ensemble sur la ligne de Paris Match. Bon. Est-ce que, selon vous, on est encore en démocratie? Je dirais que ça dépend où. Là, c'est révélateur d'une chose, c'est que tout ce qui touche à l'Europe, tout ce qui se passe à l'Europe, il n'y a pas de démocratie. On a l'impression que c'est le sujet tabou, c'est réservé à non pas une caste, mais à un courant d'idées. On n'a pas le droit d'être contre l'Europe, on n'a pas le droit d'être pour une autre Europe, ce qui est mon cas. Il faut rentrer dans le moule et faire avancer ce machin-là. Ce qui fait qu'à Bruxelles, pas de démocratie. De toute façon, il y a une illusion de pouvoir qui est donnée aux élus ou aux politiques, puisque là, on se rend bien compte que c'est la technostructure de la Commission européenne qui décide de tout, ou qui veut décider de tout. Je rappelle que Viviane Reding, au niveau bancaire et de l'Eurogroupe, le week-end dernier, a déclaré quand même que les ministres, les représentants des peuples européens, les ministres des Finances, devraient être sous la tutelle d'un commissaire européen à l'Eurogroupe. En rêve. En plus, c'est une luxembourgeoise qui nous dit ça. Ah oui, on rappelle que Viviane Reding est elle-même commissaire européen. Voilà, et luxembourgeoise, donc elle donne des leçons sur la gestion bancaire avec le Luxembourg comme modèle de paradis fiscal, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu. Mais non, à Bruxelles, il n'y a pas de démocratie, ça c'est clair. Il faudrait remettre l'Europe à l'endroit. Hein, c'est un petit peu le canard sans tête là, qui est en train de tourner dans tous les sens. En ce moment, ça part en live, quoi. Et ça doit être corrigé. Il faut remettre le peuple dans le processus décisionnel européen et remettre les parlements nationaux dans le processus décisionnel européen. Puisque là, il y a une confiscation complète. Comment ? Mais comment ? En réformant tout cela. C'est une question de volonté politique. Ils sont minoritaires aujourd'hui en France par rapport à l'Europe. Il faut faire des alliances. Faire des alliances, aller convaincre les autres, tout le monde a les mêmes problèmes en ce moment. Quand on explique aux uns ou aux autres qu'ils ne peuvent plus faire telle chose, ou leur agriculture, ou leur industrie, qu'ils doivent tout casser, etc. Parce que l'Europe a décidé. Non, c'est pas l'Europe qui décide là actuellement, c'est les commissaires européens et les technocrates européens. Moi je suis désolé, où est leur légitimité politique ? Encore un élu. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec lui, vous n'êtes pas content de son bilan, la prochaine élection, vous le mettez dehors. Bon, un technocrate européen, on fait comment ? Une fois qu'il est nommé, 40 ans après, il y est encore. Donc, et il continue. Façon bulldozer, donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de démocratie à ce niveau-là. Sur le référendum, vous allez me dire, c'est au niveau de la France. Oui, mais ça touche à l'Europe. Et que dès qu'on touche à ce sujet-là, européen, on ne veut pas qu'il y ait une démocratie, on est obligé de rentrer dans le moule et dans le reste. Alors je dirais, niveau européen, aucune démocratie. En France, Dieu merci, on est encore en démocratie. La preuve, moi, qui suis un des exemples de l'ascenseur social en France, ou petit-fils d'immigrés polonais et autres, j'ai ma chance et je peux me présenter à une élection présidentielle, ça montre qu'il y a une démocratie dans notre pays. En même temps, elle est peut-être un petit peu améliorée en termes de traitement, mais ça fonctionne quand même pas mal dans ce pays. Alors après, si on n'est pas content de ce qui se passe, il y a un endroit et un moment pour s'exprimer. C'est dans l'isoloir le jour des élections. C'est pour ça que l'abstention, ça sert à rien. Faut se mobiliser et on peut changer les choses. Et si on change les choses dans son pays, et la France a quand même un poids suffisant au niveau européen, pour pouvoir imposer un certain nombre de choses, d'aller en convaincre. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de pays membres de l'Union européenne qui sont quand même assez proches de cette conception-là, qui sont mûrs aussi pour se dire, bon, il est temps de changer les choses, là, on part dans le mur, puis de revenir en fait à l'esprit premier de l'Europe. Parce que sur cette question-là,
faut séparer les choses. Il y a la zone euro, il y a l'Union européenne, et il y a la construction européenne. On ne peut pas avoir une approche globale sur ces 3 points-là. La construction européenne, elle est nécessaire. Elle est utile. Je rappelle qu'elle a fonctionné, elle a été faite pour qu'il y ait la paix en Europe. Il y a 60 ans qu'il n'y a pas eu de guerre sur notre territoire, c'est quand même pas rien. Regardez ce qui se passe ailleurs, y compris à nos portes. Elle a été faite également par rapport à un modèle alimentaire, de production alimentaire, pour donner à manger au peuple, qui, je vous rappelle la situation dans les années 50, c'était, tout le monde ne mangeait pas à sa faim. Donc il faut repartir à cet esprit premier, cet esprit de solidarité, et cet esprit de volonté d'avancer. Puis après, il y a l'Union européenne. Là, l'Union européenne, je dirais qu'il faudrait mieux d'Europe. Il n'est pas question de sortir de l'Union européenne, ça rimerait à rien du tout, mais d'améliorer le système, de changer l'ordre institutionnel et le fonctionnement institutionnel de l'Union européenne, d'en changer un certain nombre de règles. On avait un droit de la concurrence au départ qui se comprenait. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? C'est le droit à la concurrence déloyale pour les Chinois. Là, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une Europe qui nous protège, on a une Europe qui protège nos concurrents, les extra-européens. Une Europe qui est une vraie passoire au niveau des frontières vis-à-vis des produits, de l'immigration ou d'autres domaines, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut remoduler tout cela, alors pas par une constitution européenne, parce que la constitution c'est révélateur d'un État. Moi je ne suis pas fédéraliste, je ne suis pas pour un super État européen dont on ne deviendrait que des petits éléments, voilà, c'est une province. Non, mais un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement, on n'a pas besoin, de toute façon ça ne fonctionne pas. Regardez, il paraît qu'on a une chef de la diplomatie européenne, personne ne sait, voilà. Vous ne savez même pas comment elle s'appelle. On l'a beaucoup vu en ce moment dans les problèmes avec ce qui se passe autour de la Méditerranée, on l'a beaucoup entendu aussi, vous l'avez vu, avec la crise, aux abonnés absents. Quand vous voyez qu'après, il y a un autre représentant politique de l'Union européenne, j'ai beaucoup de respect pour les Belges, puisque je suis aussi d'origine belge par mon père. Mais, attendez, vous avez vu ce qui se passe là, en Belgique? C'est la situation institutionnelle, il n'y a même pas de gouvernement en Belgique, et c'est un représentant de l'État belge qui est chargé de faire tourner l'Union européenne. Ben, moi je trouve que c'est très révélateur du cirque européen actuel. Donc modifions les règles de fonctionnement, et j'aurai dans le cadre de cette campagne présidentielle l'occasion de présenter ce projet pour l'Europe, pour cette autre Europe, pour qu'on ait mieux d'Europe. Puis après, il y a la zone euro. Moi, je considère qu'il ne faut pas sortir de l'euro, parce que ça serait encore pire que ce qui se passe actuellement. Là, ça serait l'explosion complète, l'inflation, le rajouter de la crise à la crise, c'est pas la solution. Par contre, vous allez me dire, bah oui, mais les Grecs, ici, vu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les Grecs, il faut les mettre dehors de la zone euro. C'est-à-dire que la France n'en sorte pas, c'est une chose. Après, qu'on protège le périmètre, à la fois pour renforcer, sauver l'euro et le renforcer. Donc il faut en faire sortir aussi les Portugais et quelques autres. Non, parce que la situation n'est pas la même. La Grèce, on a quoi comme situation? On a des gouvernements successifs, de gauche comme de droite d'ailleurs en Grèce, qui ont fait de la truande financière un sport national, incapable de prélever l'impôt. On envoie des faux bilans à Bruxelles, on manipule tout, on triche, on ment, etc., etc. Résultat, ils sont dans la mise. Moi, je vais prendre un exemple à côté, c'est qu'on est dans un immeuble. Il y a un règlement de copropriété. Vous avez un des colocataires ou des copropriétaires qui est là, qui ne paye pas ses loyers ou ses remboursements, qui ne respecte pas le règlement de propriété, qui ment en assemblée générale de copropriété, et puis le jour où l'huissier frappe à sa porte, il lui dit, vous envoyez la facture aux voisins, hein, c'est eux qui vont payer à ma place, mais par contre je reste ici parce que comme on a passé le 15 décembre, j'ai pas le droit d'être expulsé. Attendez, il faut arrêter de rigoler là aussi. Donc, quand on les expulse de l'immeuble, le jour où ils seront refait une santé, ils reviendront réoccuper l'immeuble. Et voilà, on est dans une situation de triche avec la Grèce. Après, il y a la situation des autres pays, pensez à l'Irlande, qui eux subissent la crise, une crise de système aussi pour chez eux, ou d'orientation politique. On n'est pas dans la même dimension. On est sur des erreurs politiques, ou alors sur le contre-coup
d'un virement de cap économique. Là, au contraire, il faut aider. Là, il faut supporter pour sauver tout l'édifice. Donc, d'un côté, on met les tricheurs. Après, ceux qui sont faibles, les faibles, on les aide. Frédéric Nious, merci beaucoup. Merci à vous. En métropole, par exemple, on va avoir 22 régions, ça va fonctionner à 22 vitesses en fonction des moyens des uns, des autres. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a besoin d'une unité, il y a besoin d'un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est l'État. Voilà.